Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler France-Algérie. Je ne sais pas comment le qualifier, les rapports en tout cas entre ces deux pays, ce qui anime beaucoup de débats en ce moment et pas aussi parce que c'est un des engagements du président de la République qui reviendra sans doute dans le week-end sur les commémorations du 17 octobre 61. Dimanche, justement, on commémore les 60 ans d'un massacre, le massacre colonialiste et raciste organisé par la République française le 17 octobre 1961. Un massacre pour seule réponse à des manifestations pacifistes de travailleurs algériens qui venaient souvent de la banlieue et qui convergeaient dans les rues de Paris pour dénoncer le couvre-feu raciste décidé par le préfet de l'époque, un certain Maurice Papon, et qui visait exclusivement tous les Français musulmans d'Algérie. Le bilan fut tragique. Des dizaines de morts, 11 000 arrestations, plusieurs centaines de blessés, une page sombre de notre histoire qui a longtemps été occultée et qu'on occulte pour partie encore aujourd'hui. Ces commémorations de dimanche sont sans doute le début d'une longue série puisque dans quelques mois on va aussi commémorer le souvenir d'une autre répression policière qui était à Charonne, à Paris, qui était en février 62. Suivront ensuite les accords d'Évian sur lesquels on reviendra en mars prochain. C'est un engagement du président de la République jusqu'à l'indépendance évidemment en juillet 1962. Et puis il y a toute cette histoire qui a suivi, une histoire difficile, douloureuse, une histoire qui fait débat, je le disais, et qui clive encore beaucoup. Une histoire qui pose le rapport entre deux États, deux peuples, deux nations. On va y revenir évidemment. Pour en parler, j'ai souhaité vous réunir tous les deux. Bonjour à tous les deux, je le disais. Fabrice Riceputi, tu es historien et enseignant. Tu publies une nouvelle édition de Ici, on noya les Algériens aux éditions Le Passager clandestin. Et tu es aussi l'animateur de deux sites vraiment passionnants que j'invite ceux qui nous regardent à regarder. Un site qui est dédié aux questions coloniales, histoirecoloniale.net et milautre.org. Manel Djadoun, merci d'avoir accepté mon invitation aussi. Tu es étudiante en sociologie politique à Nanterre et tu as écrit un mémoire d'ailleurs sur la place des artistes dans le Irak algérien et aussi tu travailles sur la place, je crois plus particulièrement des chants dans les luttes mémorielles. D'abord, j'ai une première question pour tous les deux. En 2012, pour la première fois, un président français, François Hollande, avait rendu hommage à la mémoire des victimes du 17 octobre 1961 et avait reconnu une répression sanglante, c'était ces termes qu'il avait utilisés. Emmanuel Macron, lui, a annoncé une loi de reconnaissance et de réparation pour les harkis. Il s'est aussi engagé à célébrer les accords d'Évian et à commémorer le 17 octobre 1961. On se souvient aussi que c'est lui qui a reconnu la responsabilité de l'État dans l'assassinat de Maurice Audin. Ma première question est simple, elle n'a rien d'original, mais je pense qu'on a tous envie de vous entendre là-dessus. C'est qu'attendez-vous du chef de l'État? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la parole du chef de l'État? Quelle voix, plutôt même, d'ailleurs, la France doit-elle porter à l'occasion de ces commémorations? Allez Manel, à toi l'honneur. Merci. Je pense que l'ensemble des personnes qui sont mobilisées sur la question de la guerre d'Algérie et des luttes mémorielles attendent aujourd'hui effectivement un message fort du président de la République quant à la reconnaissance officielle de ce massacre et de ce crime d'État. Aussi, il y a toutes les questions qui sont relatives à l'ouverture des archives et effectivement que il y ait un véritable travail qui soit mené sur l'histoire de la guerre d'Algérie en collaboration aussi avec les historiens, mais je pense que tu pourras en dire beaucoup plus là-dessus. Mais juste pour rebondir sur ce que tu viens déjà de dire, est-ce que c'est pas déjà fait ça? Est-ce qu'Emmanuel Macron, par exemple, on va y revenir évidemment sur le rapport de Benjamin Stora, est-ce que déjà, il n'a pas déjà amorcé ce que tu viens de nous expliquer? C'est-à-dire, cette attente, est-ce qu'elle est déjà pas là et est-ce qu'elle est déjà effective ou est-ce qu'il faut plus encore? Mais je pense qu'il faut plus encore. Je pense que actuellement, on n'est pas allé jusqu'au bout de la reconnaissance. C'est des choses qui sont dites à demi-mot. On voit bien qu'il a aussi reculé sur la reconnaissance de la guerre d'Algérie comme crime contre l'humanité, etc. Et on voit bien qu'il n'est pas en position d'aller jusqu'au bout, en tout cas sur la reconnaissance totale, officielle de ce crime et contre tous les crimes coloniaux qui ont été faits aussi en Algérie. Fabrice, Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, s'agissant du 17 octobre, donc, dont on fête le 60e anniversaire de dimanche, effectivement, ce qu'on attend, et on n'est pas obligé d'y croire pour espérer, c'est une reconnaissance pleine et entière de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961, c'est-à-dire d'un crime d'État. D'un crime d'État parce que toutes les institutions de la République française, le gouvernement dirigé à l'Élysée par le général de Gaulle et le Premier ministre Michel Debré, la police française bien sûr, mais aussi la justice, et puis d'une certaine façon aussi une grande partie de la presse, ont collaboré à la perpétration du crime
mais aussi à sa négation et à l'omerta qui a suivi. Donc ça, c'est quelque chose qui est revendiqué depuis les années 90 par des associations comme Au nom de la mémoire, et c'est ce qui est attendu. C'est probablement pas ce qui arrivera, étant donné le contexte politique, même si, effectivement, les déclarations récentes de Macron qui ont fâché l'Algérie et qui étaient destinées à fâcher l'Algérie, évidemment, sur l'inexistence d'une nation algérienne avant la colonisation, sur le parallèle entre la domination ottomane sur l'Algérie et la colonisation française, donc qui sont des propos qui font au moins sourire les historiens, hein, c'est totalement, sont des âneries, qui sont faites, à mon avis, pour donner des gages aux nostalgiques de la colonisation aussi dans la période actuelle, hein, qui sont, comme chacun le sait, qui ont plutôt le vent en poupe politiquement. Hein, bon. Mais fondamentalement, je pense que ce que devra arriver à faire la France un jour, c'est à reconnaître, comme tu le disais, que tous ces malheurs qui se sont produits pendant la guerre d'Algérie, qui ont touché les Algériens au premier chef, mais aussi les Pieds Noirs, mais aussi les Harkis, mais aussi les Appelés, tout ça, cette guerre, ça n'est que l'aboutissement de 132 ans d'une colonisation durant laquelle la République française a allègrement piétiné, bafoué, souillé les principes qu'elle proclamait. Et tant que cette vérité-là n'est pas dite, eh bien, la France sera assez mal placée pour donner des leçons de politique mémorielle à qui que ce soit, et en particulier à l'Algérie, laquelle, évidemment, le pouvoir en Algérie, évidemment, instrumentalise lui aussi le passé, mais il faut rompre avec l'instrumentalisation politicienne, qui est ce que fait actuellement Emmanuel Macron sur la guerre d'Algérie. Justement, c'est intéressant ce que tu dis là à l'instant, parce que on pose toujours la question du rôle du politique au moment où il s'agit de commémorer des grands événements et des grandes tragédies dans l'histoire, où le politique se saisit de ces questions-là et prend parfois la place de l'histoire. Quel doit être le rôle du politique? Est-ce qu'il doit s'effacer et reprendre les travaux des historiens, des sociologues, des scientifiques, de ceux qui font la recherche aujourd'hui, qui travaillent sur les archives? On va revenir encore une fois sur les archives, c'est important, mais quelle doit être la place justement d'un président de la République? Alors, c'est certainement pas de faire l'histoire, évidemment. Alors, s'agissant de tout ce dont on vient de parler, là, enfin, je voudrais insister sur le fait qu'il y a une production historiographique aujourd'hui qui est énorme, en France et à l'étranger. Alors, c'était pas le cas à la fin des années 90, mais depuis, il y a une énorme production, notamment, par exemple, sur le 17 octobre 1961, qui n'est absolument plus un sujet tabou en France, mais qui a même peut-être supplanté d'autres. Par exemple, il a été longtemps recouvert par la mémoire des morts de Charonne. Or, vous avez remarqué que rien n'est prévu cette année sur Charonne, et c'est le 17 octobre parce que là, il y a une diffusion de la connaissance sur le 17 octobre depuis le début des années 2000 qui est très important. Bon, j'ai perdu le fil de la première question. Oui, C'était le rôle du politique, en fait, oui, dans ces commémorations. Est-ce qu'ils doivent s'effacer au profit de la connaissance scientifique des historiens? Bien, oui, évidemment, mais ici, on parle de relations entre une république, un pays, la France, qui a exercé une domination extrêmement brutale pendant très longtemps, pas seulement sur l'Algérie, et des rapports qu'elle peut avoir aujourd'hui avec ces nations indépendantes. Bon, alors moi je suis très mal placé pour parler à la place des Algériens, mais il se trouve qu'en travaillant sur un sujet très précis qui est les disparitions qui se sont produites, donc d'Algériens enlevés et assassinés par l'armée française en 1957, un travail que je mène sur le site Mille autres avec Malika Rahal. Moi, ce que je peux dire, c'est que les familles algériennes, les descendants qui nous répondent, en très grand nombre, qui témoignent de façon assez, circonstanciée, nous montrent que c'est quelque chose qui fait encore partie de la vie de très nombreux, de la vie, existentielle. Aujourd'hui, en Algérie, ce que les Français n'arrivent pas à imaginer parce qu'on leur a pas beaucoup expliqué en quoi avait consisté cette colonisation. Une conquête d'une brutalité extraordinaire, et puis des répressions répétées lors d'innombrables révoltes, etc., la spoliation des biens, le bouleversement de la culture et de la société. Bon. Et donc là, il y a quand même la nécessité de dire un jour la vérité. Je pense que ce qu'attendent les familles, en tout cas, celles dont je parle, c'est très clair sur leur affaire à eux, sur leurs disparus, elles veulent la vérité. C'est en guise de réparation symbolique, c'est déjà énorme.
Cette vérité, justement, c'est de ça dont on attend une parole forte du président de la République, de la même manière qu'il a reconnu le rôle de l'État dans l'assassinat d'un Maurice Audin, par exemple. C'est de ça dont on doit attendre aujourd'hui la responsabilité d'un homme politique. C'est pas d'écrire l'histoire, comme tu le disais, mais c'est au contraire de reconnaître ce que les historiens ont porté par un travail de recherche, de fouilles d'archives et de connaissances. C'est ça qu'il faut que le président de la République fasse. Oui, je pense qu'il y a à la fois cette notion de vérité, mais c'est aussi cette notion de justice. De réhabilitation aussi, d'une histoire vécue qui n'a jamais été reconnue. Oui, et surtout de justice, c'est-à-dire que ça ne soit pas, non seulement que ce soit reconnu, mais que ça ne reste pas aussi impuni pour que ça ne se reproduise plus. Je pense que c'est important, notamment pour ce qu'on pourrait appeler les descendants d'immigrés algériens et algériennes. C'est vraiment cette volonté de dire que ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire. Et il y a aussi quand même un écho du passé qui se fait avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment autour des questions de violence policière. Et on a l'impression aussi que la brutalité policière, les crimes policiers, etc., ne sont jamais punis. Il n'y a jamais justice qui est faite sur les crimes qui sont faits. Et je pense qu'il y a à la fois cette volonté qui sont en tout cas les mots d'ordre du mouvement antiraciste, vérité et justice, qui sont majoritairement repris, mais aussi qui sont aussi repris par exemple par les mouvements féministes, aussi l'exigence de justice contre les violences. Et je pense qu'on est aussi une génération qui refuse effectivement la violence et l'injustice qui est faite et la non-reconnaissance des crimes. 17 octobre 1961, c'est aussi des faits dont la vérité n'est pas encore totalement établie, parce que même pour faire le bilan des morts de ce jour-là, de ces manifestations, de la répression policière, je crois qu'il n'y a absolument pas de consensus, ou en tout cas il n'y a pas de reconnaissance ni politique, ni de nulle part d'ailleurs. Je le disais, on parle plutôt de dizaines, voire de centaines de morts. Le bilan des victimes est sujet à débat. Je crois que tu en as déjà beaucoup, enfin tu en avais aussi beaucoup parlé. J'ai vu ton émission sur Mediapart. On reviendra tout à l'heure sur la question des archives, je l'ai dit, et notamment du rôle de Jean-Luc Kennedy dans cette bataille. Mais pourquoi la question du bilan, celui du massacre colonial, est toujours un problème? Comment le comprendre? Est-ce qu'il faut y voir le refus d'un héritage, le refus de voir une réalité gênante, ou est-ce que c'est d'une certaine manière la légitimation de faits qui s'inscrirait dans un contexte donné? Comment vous l'expliquez tous les deux, ça, ce débat qu'il y a sur ce qui a été un massacre que tout le monde convient d'appeler aujourd'hui comme étant un massacre colonial et raciste? Alors, si je peux me permettre, en historien, le bilan, les historiens sont unanimes aujourd'hui pour dire qu'on ne peut pas savoir, et on ne saura jamais, combien il y a eu de morts exactement. Et ça, c'est le cas dans tous les massacres coloniaux. Dans celui des disparus de la bataille d'Alger dont je parlais tout de suite, dans celui du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kerata, dans celui de Madagascar, dans bien d'autres massacres coloniaux, c'est consubstantiel à la situation coloniale qu'on n'ait pas compté à l'époque des gens dont la vie comptait très peu, qu'on ait même tout fait pour qu'on ne puisse pas les compter. C'est le cas sur le 8 mai 45, c'est le cas pour le 17 octobre. Il y a de nombreuses archives qui ont été détruites. Certains documents falsifiés, et de toute façon, la situation coloniale fait que, sur le moment, alors il y a l'impunité aussi qui fabrique, l'anonymat des victimes, c'est-à-dire que il faut savoir quand même qu'en France, dès 1962, la France s'est auto-amnistiée et a empêché que les plaintes qui avaient été déposées, parce qu'il y a eu des plaintes en relativement grand nombre après 17 octobre, ces plaintes n'ont jamais été instruite en raison d'une amnistie qui interdit toute poursuite judiciaire sur tous les faits relatifs à la guerre d'Algérie. Et ça, cet ensemble de choses-là fait que on ne peut pas compter les morts. Alors on doit, par honnêteté, dire qu'il y a une fourchette très large, avec au moins une centaine de morts le 17 octobre proprement dit, sachant qu'il y a eu beaucoup de morts avant aussi. Ça, c'est un apport de l'historiographie récente que de montrer que le 17 octobre, ça n'est absolument pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est quelque chose qui s'est préparé, c'est un aboutissement d'une période de terreur qu'on a infligée, que Maurice Papon en particulier, qui est un pacificateur colonial, qui a appris le métier à Constantine pendant plusieurs années, et qui est là pour ça. Il est là pour détruire le FLN en France, enfin en région parisienne, et il utilise il le dit dans ses mémoires, ce que j'ai fait à Paris avec la police, c'est ce qu'a fait le général Massu avec les parachutistes. Et de ce point de vue-là, il a raison. Alors évidemment, il l'a fait avec moins de facilité que Massu à Alger, parce que à Paris, il y avait quand même un peu plus de contrôle et
comment dire, de contre-pouvoir, etc., et de barrières légales, même s'il y en avait quand même assez peu. Mais voilà pour le bilan. Est-ce que tu dirais, toi, que finalement, ce que j'évoquais comme étant un peu la bataille des archives que tu as évoqué toi-même, qui a été cette grande bataille de Jean-Luc Einaudi, que finalement il y a une part de réserve de la France de ne pas vouloir partager ses archives, même s'il y a un engagement aujourd'hui à créer un peu des archives communes, en tout cas c'était une des propositions du rapport Stora sur lequel on revient tout à l'heure, ou est-ce que ça veut dire aussi, possiblement, tu penses, toi, qu'il y aurait encore des choses à cacher de cette histoire-là? Non, je pense que s'il y a cette volonté de refermer les archives, c'est effectivement pour que l'histoire ne puisse pas réellement s'écrire et qu'il y a effectivement, je pense, des choses qui ne sont pas encore. Enfin, je pense que effectivement, il y a eu tout un tas de travaux sur l'histoire de la guerre d'Algérie, etc., mais que cette histoire, elle n'est pas encore tout à fait exploré, qu'il y a encore voilà tout un tas de pans qui ne sont pas encore pensés, des choses qui ne sont pas encore totalement travaillées. Et je pense que ça vient aussi, je sais pas pourquoi, mais cette volonté de refermer les archives, etc. Dans le contexte dans lequel on est, c'est aussi une attaque à la recherche et l'attaque que le gouvernement a fait contre l'enseignement supérieur et les chercheurs, notamment ceux qui travaillent sur les questions du colonialisme, du post-colonialisme, sur les questions de racisme, cette façon de les nommer, de les nommer entre guillemets islamo-gauchistes, de faire le lien entre les chercheurs et le terrorisme islamique entre guillemets, et donc du coup cette volonté effectivement d'écarter, enfin en tout cas d'écarter les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là et de les poser en fait comme des ennemis de la République, des ennemis de la vérité, et cette volonté aussi de contrôler la production des savoirs, la production scientifique. Et c'est en tout cas c'est des attaques contre l'enseignement supérieur et la recherche qui sont pour moi en tout cas extrêmement inquiétantes. Justement, Fabrice, Emmanuel Macron, je le disais, avait commandé un rapport à Benjamin Stora, à la commission dite Stora. Ce rapport avait pour objectif de dresser un état des lieux juste et précis de la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Il en ressort 22 propositions qui vont de l'initiative mémorielle entre les deux pays à la reconnaissance d'assassinats organisés par la France, ou encore la constitution, je le disais tout à l'heure, d'un fonds d'archives commun. Manel vient de dire qu'il y a une forme d'empêchement de la recherche en France sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Quelle lecture tu fais toi de cette commission et de ce souhait par la France, par Emmanuel Macron, de justement afficher un objectif de mise sur la table de l'ensemble des documents pour écrire une histoire partagée finalement? Est-ce que c'était une ambition réelle ou est-ce qu'elle est encore un peu tronquée cette ambition? Alors, petit rectificatif, il n'y a pas de commission Stora. Il y a eu une commission Duclerc sur le Rwanda, mais là, c'est à Benjamin Stora seul qu'a été confiée la charge d'écrire ce rapport. Bon, c'est important. Benjamin Stora, qui a joué un rôle extrêmement important dans la connaissance des événements en question. Emmanuel Macron, il a commencé sa campagne électorale, enfin, il a fait campagne électorale quasiment comme le futur premier président décolonial de la France. Faut se rappeler, ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais voilà, il est allé à Alger et il a fait une déclaration tonitruante, faite pour faire beaucoup de bruit, disant que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Bon. Dès le lendemain, il était en meeting à Toulon, et à Toulon, on est dans la capitale de la nostalgérie française, et il a dû faire marche arrière très très vite. Bon. Et il a aussi, à l'époque, dit qu'il allait faire des tas de choses contre les discriminations, contre les violences policières, et notamment le contrôle faciès, etc., dans un entretien à Mediapart, me semble-t-il. Bon. Alors, on a vu depuis que ça a beaucoup changé, et effectivement, c'est allé jusqu'à des attaques, une espèce de départ de chasse aux sorcières, d'un type un peu macartiste contre les intellectuels français qui font des recherches qui déplairaient au ministre. Bien. Alors, donc, et en même temps, c'est le cas de le dire, en même temps, en France, Macron le sait bien, comme dans toutes les anciennes métropoles coloniales, il y a un mouvement de fond qu'on voit s'exprimer, on a vu s'exprimer au printemps 2020, au moment de Black Lives Matter, des manifestations de la génération Adama. En même temps, il y avait des gens qui exigeaient qu'on chasse de l'espace public les statues, les noms de rues qui commémorent des massacreurs coloniaux, par exemple. Ça, c'est un mouvement pour la décolonialisation des sociétés et de l'espace public,
qui parle de l'héritage colonial du racisme systémique, pas seulement en France. C'est un mouvement de fond transnational. Et je pense que ce qu'essaye de faire Macron, c'est de jouer sur tous les tableaux, c'est-à-dire aussi bien le tableau de la droite nationaliste en lui donnant des gages comme il vient de le faire, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'Algérie, mais aussi de tenter de se présenter comme un partisan d'une certaine lucidité sur le passé colonial. Et donc, le rapport Stora et la publicité qui a été faite autour de ce rapport, bon, et aussi l'accueil qui lui a été fait, montre bien que la marge de manœuvre est très étroite, parce que quand Stora remet son rapport, immédiatement, celui qui dirige aujourd'hui la cellule mémoire de l'Élysée, qui s'appelle Bruno Roger Petit, s'empresse de dire à la presse, avant même qu'elle ait reçu le rapport, nous ne ferons pas de repentance, mais des actes symboliques. C'est-à-dire, c'est une réduction immédiatement de la portée du rapport. Voilà. Je voudrais bien comprendre quelle est la lecture. Je te posais la question tout à l'heure, Manel, justement, de savoir comment le comprendre. Je parlais d'un refus d'héritage, le refus de voir une réalité, ou peut-être la légitimation de fait qui s'inscrit dans un moment donné de l'histoire. Comment vous ressentez, comment vous interprétez ce refus de dire les choses, de nommer les choses, de faire repentance, ou je ne sais pas, mais pourquoi ce refus aujourd'hui, encore? Je pense que parce que il y a, il y a effectivement eu un changement, on va dire, entre guillemets, de régime, c'est-à-dire le mouvement antiraciste, le mouvement anticolonialiste a effectivement gagné l'égalité de droit, l'égalité civile, c'est-à-dire dans les textes, mais que dans la réalité, les inégalités persistent et les discriminations, les systèmes de domination persistent. Et je pense que en réalité, le fond, le mouvement antiraciste souhaite parachever en fait ces luttes passées, c'est-à-dire obtenir l'égalité réelle, obtenir réellement justice et réellement construire une société d'égalité, de justice, de liberté. À quoi s'oppose, je pense, toute une partie de ce qu'on pourrait appeler la frange réactionnaire en France, qui refuse, non seulement qui veut revenir à un état précédent, donc revenir à une société de privilèges, une société d'ordre, une société dans laquelle il n'y a pas d'égalité réelle, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, entre les blancs et les non-blancs, etc. Et c'est ce que, en fait, revendique en opposition les mouvements pour les égalités, pour la liberté. J'inclus le mouvement antiraciste dedans, mais aussi le mouvement féministe. Et je pense qu'il y a vraiment effectivement ce mouvement de fond de la société qui vient essayer de parachever ces luttes passées et les inscrire réellement dans le présent. Et voilà. Au fond, qu'est-ce que ça nous coûte à la France de dire pardon ou de reconnaître pleinement l'entièreté des crimes commis par la France? Pour prolonger un peu ce qu'elle vient de dire, on peut en faire l'histoire de tout ça. C'est-à-dire que ce que je raconte dans mon livre, ça se termine en gros quand même, la bataille d'Enodi, en tout cas, elle se termine à la fin des années 90, au début des années 2000, après une période de poussée en direction d'un regard lucide sur le passé colonial. Et ça provoque une réaction, ça provoque un backlash qui culmine sous Sarkozy, où on met en avant l'épouvantail de la repentance. C'est vraiment une tentative de disqualifier a priori toute tentative d'histoire critique, notamment de la colonisation, mais de toute l'histoire de France. Hein. Et on voit se poursuivre dans certains segments médiatiques et politiques aujourd'hui, cette réaction qui va très très loin, jusqu'à Éric Zemmour qui profère des énormités sur la colonisation notamment, mais aussi sur Pétain. Et je pense que c'est un affolement général des élites face à une société dans laquelle, alors c'est pas unanime dans la société bien évidemment, mais comme tu le disais, on réclame l'égalité réelle. Et l'égalité réelle, ça menacerait énormément de privilèges. Hein, on a des défenseurs du statu quo, des supporters de l'existant qui multiplient les anathèmes. Hein, on invente des mots séparatistes, islamo-gauchistes, etc. Le woke, dernière idiotie en vogue. Voilà, pour conjurer quelque chose qui, à mon avis, est quand même d'une certaine façon quelque chose d'inéluctable, parce que c'est une exigence d'égalité fondamentale, quoi, et de démocratie. Manel, finalement, c'est quoi l'enjeu spécifique de la relation entre la France et l'Algérie? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce rapport entre ces deux pays continue d'être très spécifique et continue
d'attiser tous ces débats, toutes ces controverses. Qu'est-ce qui doit faire ou qu'est-ce qui fait justement aujourd'hui force, et peut-être pas d'ailleurs pour certains, entre ces deux pays? Je pense que d'abord il y a les histoires de vie, c'est-à-dire effectivement des trajectoires de famille, des guerres qui ont fait que effectivement il y a des Algériens qui viennent en France, mais aussi voilà d'autres populations venant de d'autres pays ex-colonisés et qui ramènent en fait en France directement la question du colonialisme et de l'histoire du colonialisme, et donc aussi la manière dont on va dire le colonialisme s'est réactualisé, le racisme s'est réactualisé en France vis-à-vis de ces populations-là, et qui fait que aussi on est en recherche en tout cas moi je parle de moi, ce que j'ai pu vivre en tant que voilà, enfin mes parents viennent d'Algérie. Bon, ils sont venus en France dans les années 90, mais il y a aussi cette volonté de comprendre ces liens complexes, cette volonté de se dire voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu la colonisation déjà. Je pense que c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que des pays ont colonisé d'autres? Voilà, on cherche à comprendre. Pourquoi est-ce que le regard des autres il se pose différemment sur nous quand on vit des discriminations, etc. On essaye aussi de revenir à cette histoire-là. Et donc aussi ce rapport aussi, ce que je disais à la famille, le fait d'avoir encore de la famille en Algérie, et de voir aussi le poids qu'a eu le colonialisme dans la société algérienne, la manière dont c'est encore extrêmement présent, notamment vis-à-vis de l'État algérien. C'est-à-dire que les derniers mouvements sociaux en Algérie sont vraiment des mouvements qui viennent réhabiliter des figures historiques, qui viennent réutiliser la question des luttes indépendantistes, qui viennent inscrire leur lutte dans la continuité des luttes pour l'indépendance, en disant ok, on a eu aussi cette indépendance, on va dire légale, on a gagné l'indépendance d'un point de vue la victoire d'une guerre, mais en réalité on n'est pas vraiment indépendant. Il y a eu en fait ce régime-là, c'est la continuité du régime, du colonialisme, parce que effectivement la manière dont il utilise sa police, la manière dont il est violent avec sa population, ça fait aussi ressurgir voilà toute cette histoire coloniale. Il y a eu aussi cette réhabilitation des figures historiques de la révolution algérienne, et on voit bien que cette histoire, elle est pas, c'est pour ça que je disais qu'elle n'était pas encore totalement écrite, parce qu'il y a encore des deux côtés, je pense, en fait que la vérité n'est pas dite d'une part et qu'elle n'est pas écrite. Et il y avait un truc dans ton livre qui était extrêmement intéressant, c'était de dire l'histoire ne peut pas être que l'affaire des historiens, c'est-à-dire qu'elle est aussi c'est quelque chose de beaucoup trop important pour qu'elle ne soit que l'affaire des historiens. Et moi, ce qui m'a énormément interpellée quand j'ai fait mes recherches sur les champs, etc., c'est de voir la manière dont la population constituait ses propres archives, dont elle gardait les journaux, dont elle essayait aussi de rencontrer d'anciennes figures, de les interviewer, notamment autour de médias, etc. Moi, je travaillais sur les supporters, et eux font véritablement un travail de mémoire, de recherche sur leurs figures historiques. Ils collectent des informations, ils les mettent en regard, etc. Et il y a cette volonté en réalité d'écrire une contre-histoire, une histoire qui n'est pas celle du pouvoir, c'est-à-dire de désarmer aussi idéologiquement le pouvoir algérien qui utilise l'histoire algérienne, l'histoire du FLN pour se légitimer, pour assurer son pouvoir, etc. Et donc du coup il y a cette volonté aussi, je pense que l'histoire s'inscrit aussi dans les luttes et qu'on l'utilise aussi dans une continuité de lutte, dans tous les combats pour la liberté réelle, etc. Et je pense que c'est ce qui est intéressant lorsqu'on voit ce qu'il y a derrière cette histoire franco-algérienne. Manette, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que pour qu'on comprenne bien, une des grandes victoires, ce sera d'avoir une lecture historique partagée entre la France et l'Algérie, ou est-ce que ce sera au contraire l'addition de différentes analyses, que ce soit celle des historiens, que ce soit de familles? En gros, ma question, c'est est-ce qu'un jour la France et l'Algérie raconteront la même histoire, et est-ce que c'est souhaitable finalement? Je pense que c'est vers là qu'on veut aller, mais je pense que il faut pas oublier non plus qu'on est dans un moment de l'histoire où il y a le néocolonialisme, où il y a encore des rapports de domination entre les pays du Nord et les pays du Sud, et il y a pas encore une organisation mondiale qui fait que les pays sont à égalité entre eux, et que effectivement les luttes en tout cas des peuples pour la vérité, l'histoire doivent être celles
qui, qui soient prééminentes parce que effectivement elles sont contre l'injustice et l'instrumentalisation de l'histoire. Fabrice, tu le disais tout à l'heure, en 2017, Emmanuel Macron reconnaissait que la colonisation était un crime contre l'humanité. Récemment, c'était il y a quelques jours, Anne Hidalgo, la maire de Paris et par ailleurs candidate à l'élection présidentielle, a récemment donc déclaré dans une interview qu'on ne pouvait pas dire ça, qu'on ne pouvait pas dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Avant d'en venir à la gauche d'aujourd'hui et à son rapport à l'histoire, quelle était la voix de la gauche en 1961? Il y a eu ce texte dont tu fais référence dans le... non, d'ailleurs, je crois que c'est Edoui Plenel qui en fait référence dans son début... au début du livre, dans ce texte qui a été publié par les temps modernes, la fameuse revue de Sartre et Beauvoir, qui était signée par 229 intellectuels français. Comment la gauche politique et syndicale, puisqu'il y avait beaucoup de travailleurs dans les manifestations du 17 octobre, évoquaient, prenaient, se rebellaient, en tout cas peut-être, contre cette répression policière? Alors, qu'est-ce que c'est que la gauche française pendant la guerre d'Algérie? C'est d'abord la SFIO, c'était l'ancêtre du Parti socialiste, qui est au pouvoir, en particulier donc en 57, avec Guy Mollet, président du Conseil, Robert Lacoste, ministre de l'Algérie, et François Mitterrand, ministre de la Justice. Et la SFIO, elle est responsable du basculement avec le vote des pleins pouvoirs aux militaires, d'une aggravation de la terreur en Algérie extrême. Hein. C'est l'époque où on systématise la torture et où on nie qu'on torture. Et donc, la SFIO, dans l'opposition réelle à tout ça, elle n'est évidemment pas là. Le parti politique le plus influent et très influent à l'époque dans la société française, c'est le Parti communiste français. Alors lui, il faut se rappeler qu'il a une position très différente de celle qu'il avait sur l'Indochine, par exemple, où il a eu une position anticolonialiste très ferme. Là, il estime, c'est la thèse de Torres, que l'Algérie n'est qu'une nation en formation, et donc il n'adhère pas du tout à l'idée d'indépendance de l'Algérie. Et donc, par exemple, il se brouille avec son équivalent algérien, qui est le Parti communiste algérien, auquel appartenait Maurice Audin, hein, qui lui a rallié la lutte armée et le FLN. Et en France, en octobre 61, on paye, entre guillemets, cette affaire-là, puisque les Algériens se retrouveront tout seuls dans la rue le 17 octobre, alors qu'il y avait eu, parce qu'il y a une méfiance, pour le moins une méfiance très grande réciproque entre le FLN et le Parti communiste français. Et il y a eu, juste avant le 17 octobre, des négociations clandestines, évidemment, entre le PCF et la Fédération France du FLN, pour tenter de mettre au point une riposte commune au couvre-feu, auquel évidemment le PCF était opposé également, mais elles n'ont pas pu aboutir. Hein, et voilà. Et le 17 octobre, les Algériens sont seuls. Et après le 17 octobre, le PCF proteste, parce qu'il n'est pas le seul, mais dit qu'il ne manifestera pas, d'accord? Il y a un parti qui organise une manifestation le 1er novembre 1961, c'est le PSU, qui est un tout petit parti, hein, voilà. Il y aurait une manif place Clichy de 2-3 000 personnes qui ont réussi à échapper à la police, hein, bon, c'était pas rien à ce moment-là. Et ensuite, eh bien, tout le monde va avoir intérêt à oublier, y compris à gauche, hein, les morts algériens du 17 octobre. Et on va choisir les victimes communistes françaises de Charonne comme symbole de la répression pendant la guerre d'Algérie. Et eux vont avoir un acte commémoratif fondateur gigantesque, une des plus grandes manifestations de l'histoire de France. Les obsèques de Charonne, c'est parfois on dit jusqu'à 1 million de personnes qui accompagnent leur dépouille au Père-Lachaise. Et parmi les orateurs ce jour-là, qui sont nombreux, il n'y en a qu'un, celui de la CFTC parisienne, qui évoque les Algériens du 17 octobre. Et ensuite, c'est silence radio pendant très très longtemps. Ça, c'est la gauche de ce moment, de cette époque-là. J'avais envie d'évoquer la gauche d'aujourd'hui maintenant. Alors, écoute, ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Cette gauche qui s'est soit compromis jusqu'au cou dans les crimes coloniaux, ce qui est le cas des ancêtres du Parti socialiste, soit qui a eu une position, disons, on va dire, en tout cas, qui n'a pas pris clairement la mesure des choses. Hein, c'est le cas, à mon avis, du Parti communiste, même s'il y a une opposition. Puis il faut distinguer aussi ce qu'a fait le parti lui-même et ce qu'ont fait les militants sur le terrain. C'est parfois très différent. Hein, bon, mais on n'a pas le temps de développer ici. Mais tout ça nous permet de comprendre un angle mort qui est encore celui de cette gauche française-là sur l'héritage colonial, et en particulier sur les questions de racisme et d'antiracisme. On voit
Alors, je ne vais pas faire des allusions directes à la campagne électorale actuelle, mais on voit par exemple le candidat du Parti communiste français prendre des positions pour le moins étranges. On voit Madame Hidalgo, alors c'est beaucoup moins étonnant chez elle, parce que elle fait partie d'un courant politique qui n'a jamais fait l'inventaire de son lourd passé, de ses responsabilités énormes. J'ai cité tout à l'heure celle de l'époque de Guy Mollet, dans les crimes coloniaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette prise de position aujourd'hui d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques de gauche euh, qui peut-être, alors tu me diras si c'est ton analyse, qui peut-être justement ont peur de se voir taxer, ça aussi c'est écrit dans le livre, aujourd'hui les propos qui étaient ceux tenus par des intellectuels d'autrefois, que ce soit la liste des 229 ou ceux des commémorations du 50e anniversaire du 17 octobre, se verraient taxés de séparatistes, d'islamo-gauchistes. Il y a peut-être une crainte de ça, ou en tout cas de montrer qu'ils sont pas de ce côté-là. Comment tu ressens ça, justement, cette gauche? Est-ce que ça veut dire que c'est une gauche qui abandonne, c'est une gauche qui renonce, c'est une gauche qui court qui court vers la droite, parce que c'est de ce côté-là que la balance penche en ce moment? Comment tu l'analyses, toi? Moi, je pense que d'abord, il y a d'abord un manque d'intérêt et d'analyse de fond de ce qu'est le racisme. Pourtant, les recherches existent, mais de considérer la question de l'antiracisme comme une question hautement stratégique. C'est-à-dire de dire que ce n'est pas une question principale. C'est une question secondaire, il y a d'autres questions qui priment, etc. Et y compris dans le rapport de force actuel, c'est-à-dire une imposition des idées d'extrême droite, de droite, c'est-à-dire, y compris qui deviennent hégémoniques, il y a toujours ce sentiment que, en fait, c'est fait pour ne pas parler des vrais sujets. Et à aucun moment, les questions de colonialisme, les questions du poids de l'histoire, les questions de l'antiracisme, des violences policières, mais aussi de patriarcat des exils, tout ça, ce sont ces questions secondaires qui ne sont pas des questions stratégiques, nécessaires, etc. Et aussi de dire que voilà, les batailles pour l'égalité, pour la démocratie, ça ne devient pas quelque chose de central d'un point de vue stratégique. Donc il y a ça. Et ensuite, effectivement, je pense qu'il y a effectivement euh, un rapprochement, un glissement des positions sur les questions d'antiracisme, de féminisme avec la droite, et cette non volonté, en tout cas, de prendre ces questions à bras le corps, de les affronter et de les considérer comme de véritables questions et des questions politiques comme telles, quoi. Justement, Fabrice, un dernier mot sur l'extrême droite. Est-ce qu'on peut faire le lien aujourd'hui entre la progression de l'extrême droite et précisément notre rapport à l'histoire, sur le non-dit notamment, sur notre incapacité à assumer notre histoire commune, un peu comme on a eu d'ailleurs beaucoup de mal, on a encore aujourd'hui du mal à dire que la France a déporté des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on relance le rôle aujourd'hui de la France dans cette période avec une forme de négationnisme, parfois de relativisme. Est-ce que tu vois un lien, toi, entre la manière dont on raconte notre récit national finalement et la montée de l'extrême droite? Bien sûr, la lucidité en France sur le passé colonial, sur l'héritage colonial, est vraiment indexée sur le cours de l'extrême droite, quoi. Hein, c'est-à-dire que là, on est dans une période où il y a vraiment une très grande difficulté à... C'est ce que je disais tout à l'heure sur la très faible marge de manœuvre de Macron qui voudrait bien capter les voix de l'extrême droite. Euh, il y a une très grande difficulté en fait, c'est indexé sur le cours du racisme en France. Hein. C'est-à-dire que, logiquement, plus les théories, les thèses racistes sont en vogue, et plus le négationnisme ou l'euphémisation de ce qu'a été la colonisation, on le vend en poupe. On a vu des magazines ces derniers mois faire des titres complètement incroyables sur, en gros, le beau temps des colonies. Alors ça, c'est quelque chose en 2000 qu'on aurait pu croire définitivement terminé. Or, ça ne s'arrête pas. C'est assez extraordinaire. Hein. Voilà. Quelle est l'issue finalement pour un peuple qui vit dans le mensonge? Alors, je sais pas si c'est un... Pardon, je parle encore, je parle beaucoup. Ouais, je sais pas si c'est le peuple. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la société française, elle est bien plus disposée à entendre tout ça. Il y a une attente importante que nos prétendues élites politiques, médiatiques, etc., qui sont dans la panique identitaire. Je sais pas, moi, j'ai été longtemps enseignant dans le secondaire. Euh, je veux dire, j'ai enseigné tout ça autant que je pouvais le faire. Alors là, c'est encore une autre question sur voilà, ce qu'on permet de faire à ce niveau-là. Mais
sans jamais avoir le moindre souci. Et j'étais confronté à une attente très forte des élèves, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines. Hein. Et je voudrais insister sur une chose, moi, peut-être pour terminer, c'est que tout ça n'est pas du tout quelque chose qui ne regarderait que la diplomatie avec les anciennes colonies ou des pseudo-communautés d'origine algérienne ou autre en France. C'est quelque chose qui intéresse la France, les Français, parce que ça leur parle de qui ils sont, comment ils se sont construits et pourquoi ils en sont où ils en sont aujourd'hui. Voilà. Manel, oui, je pense qu'il y a vraiment cette attente de construire un nouveau projet politique, une nouvelle forme aussi d'organisation de la société. Et j'aimerais quand même finir sur aussi le contexte dans lequel est née la Ve République, les pouvoirs qu'elle donne au président, la manière dont elle vient saper aussi le pouvoir parlementaire et donc la démocratie dans ce pays. Et on est vraiment dans un contexte de crise de régime où la nécessité de reconstruire des nouvelles formes d'organisation politique, de nouveaux rapports entre les institutions, la société, et de casser cette séparation entre l'État et la société devient de plus en plus nécessaire. Et on voit que le mouvement de fond, effectivement, il y a cette nécessité de rompre avec l'histoire de cette Ve République qui est éminemment liée à la guerre d'Algérie, qui naît durant cette guerre, qui est présidée par un général, par l'armée, les pouvoirs qu'elle donne aussi à l'armée et donc du coup à son passé colonial. Et je pense que il y a cette idée de construire une nouvelle nation, une nation commune, que l'antiracisme ce n'est pas que l'affaire des Noirs et des Arabes dans ce pays, c'est l'affaire de tout le monde, parce qu'on touche à la question de l'égalité et qu'il faut qu'il y ait des solidarités qui se créent à ce niveau-là. Et donc cette volonté de faire nation commune avec de nouveaux modes d'organisation sociale. Et je pense que c'est ce à quoi aspire la majorité des gens dans ce pays. Fabrice, un dernier mot juste pour répondre sur la nécessité de la rupture institutionnelle. Tu la crois aussi fondamentale, justement? Écoute, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, comme elle vient de le dire, on est dans un régime qui est né d'un coup d'État fait pour garder l'Algérie française par des courants, par l'armée et par des courants très très à droite le 13 mai 1958, qui a effectivement donné des pouvoirs exorbitants à un seul homme, à une seule institution, et que ça c'est un très très gros problème qui pèse bien sûr. Oui. Merci à tous les deux. Je le rappelle, Fabrice, tu publies une nouvelle édition de Ici on noya les Algériens. Manel, pardon, je disais tout à l'heure que tu avais travaillé beaucoup sur les chants, la place des chants dans les luttes mémorielles. Si on devait clore l'émission sur un chant, ce serait lequel? Ouled el-Behja, la Casa del Mouradia, ou alors Ultima Verba, qui était leur chant pendant l'Irak, qu'ils ont écrit le 17 février. Voilà. Alors, on va l'écouter. Merci. Merci à vous deux. Liberté.